Donc, vous m'entendez tous? Vous voyez les documents de cours qui sont affichés, notamment la page 30 ou 31, il peut y avoir des modifications. C'est bon pour tout le monde? Quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Oui, madame. Oui, c'est bon, d'accord. Donc, on va en fait commencer par une application importante des vers qui est en fait de limiter en fait les blessures que peuvent occasionner donc un ver lorsqu'il se casse. Donc, vous voyez que vous avez en bas donc de la figure donc des petites images qui vous représentent donc un ver classique. Alors, à nouveau, je vais reprendre donc mon surligneur pour donc suivre en même temps. Alors, avant ceci, il y a un petit décalage sur le document. Je vais corriger. Voilà. Donc, vous voyez en fait le cas d'un ver classique, pardon, ici, où en fait, eh bien, quand le ver se casse, vous allez avoir en fait des éclats qui vont être très coupants. Donc, alors, si j'écris ici, donc là, on a un morceau de verre qui est coupant. Donc, il peut être dangereux. Alors, pardon, je vais réécrire parce que ça n'apparaît pas bien. Alors, je reprends mon stylet. Donc des morceaux en fait, avec des arêtes vives, tranchantes, qui peuvent donc occasionner des blessures. Donc, pour éviter ceci, eh bien, on a eu une idée donc, de fabriquer ce que l'on appelle donc, le ver feuilleté. Vous voyez ici. Donc, le ver feuilleté, c'est tout simplement donc, ici 2 morceaux donc, de verre qui vont être eh bien, donc, reliés par une feuille de plastique. Et cette feuille de plastique, eh bien, elle va retenir donc, ici les morceaux de verre et notamment donc se casse pour éviter eh bien, de blesser donc, les passagers donc, de la voiture. Donc, c'est une première possibilité. Donc, le verre feuilleté. Alors, on peut également avoir ce qu'on appelle du verre trempé. Alors, le verre trempé, eh bien, c'est un verre qui a été en fait mis au point par Saint-Gobain. On a déjà entendu parler donc, de cette société française. Et en fait, elle consiste à refroidir donc très rapidement la surface du verre. Donc, vous voyez, on va passer en quelques secondes de 600 à 300 degrés. Et en fait, au niveau de la surface du verre, ici, eh bien, en fait, on va créer ce qu'on appelle des compressions. Et cette compression, eh bien, en fait, elle va éviter donc que l'on forme des gros morceaux de verre qui vont être ici donc coupants. Alors, pour en fait expliquer ce phénomène, on va très simplement regarder donc cette petite image, l'exemple d'une fermeture éclair. La fermeture éclair, quand elle s'ouvre, c'est comme si vous aviez une fissure qui se propage dans le verre. Fissure, c'est lorsque le verre se casse. Donc, la fissure se propage. Et si en fait on arrive à créer des contraintes en compression, eh bien en fait on va avoir le phénomène suivant. Vous voyez les compressions qui vont en fait refermer la fissure et permettre eh bien de limiter ici donc la propagation donc de la fissure. Donc voilà comment on peut en fait expliquer simplement à l'aide de ce petit schéma avec la fermeture éclair, ce qu'on appelle en fait un zip, fermeture éclair, pour donc ici rendre le verre donc moins dangereux. Et lorsqu'il va se casser, vous voyez que vous allez avoir un trou, mais les petits morceaux de verre ici
eh bien, en fait, ils ne seront pas coupants. Donc ça, c'est important, hein. Donc, l'aspect non coupant par rapport donc, au verre classique. Donc, voilà pour ces traitements hein, donc spéciaux associés donc, au verre, notamment pour donc, l'industrie automobile, hein, notamment les pare-brises de voitures. Alors, on a également en fait la possibilité d'avoir un vitrage auto-nettoyant. Alors, pour ça, on va utiliser une propriété donc, de TiO2. Donc, vous voyez, TiO2, hein, on a précisé la structure anatase, parce qu'il y a une autre structure qui est la rutile, mais qui n'a pas ces propriétés. Et on va effectuer en fait des réactions photocatalytiques. Alors, pour en fait avoir cette réaction de photocatalyse, eh bien, en fait, il faut regarder les réactions associées à l'absorption d'un rayonnement ultraviolet. Donc ici, on l'a indiqué sous la forme H nu, E égale à H nu. Vous connaissez la formule qui donne l'énergie d'un photon. Et si ce photon est un photon ultraviolet, eh bien, le TiO2 va en fait voir eh bien, l'arrachement d'un électron de la bande donc, de valence. On a vu la semaine dernière les bandes de valence et les bandes de conduction. Donc, en fait, vous allez avoir donc, ici un trou donc, qui va se créer dans la bande de valence et en fait un électron qui va apparaître dans la bande de conduction. Alors, en fait, ces électrons et ces trous, alors les trous, on les note H+, eh bien, en fait, ils vont pouvoir donc réagir avec des espèces présentes, alors soit l'oxygène de l'air, ici, et on va créer donc, alors comment appelle-t-on en fait cette espèce? Vous avez un petit rond. À quoi correspond le symbole petit rond ici? C'est ce que l'on appelle un radical. Donc, c'est un électron non apparié. Donc, ici, on va avoir l'ion O2 moins, mais avec un électron non apparié. Et puis, au niveau des trous, eh bien, en fait, votre molécule organique, RH, alors cette molécule organique, eh bien, ça peut être donc une salissure, ici, qui s'est déposée à la surface donc, du verre et qui va permettre, en fait, de la supprimer. Donc, vous voyez que en absorbant donc un trou, H+, eh bien, vous allez créer un autre radical et un ion H+. Donc, en fait, ces différents groupements, donc le radical R', O2-, eh bien, si en fait on regarde le cycle photocatalytique, vous allez en fait les retrouver, donc ici, et également donc ici. Et en fait, ce qui est important, eh bien, c'est que votre polluant organique, donc une molécule organique que j'ai symbolisée RH, eh bien, elle va se décomposer pour en fait donner de l'eau et du CO2. Donc, en fait, ces molécules, eh bien, l'une est gazeuse, donc elle va être éliminée. Et puis, si on veut en fait nettoyer donc les derniers résidus présents sur le verre, eh bien, on va le faire avec l'eau de pluie. Et vous avez à droite l'image en fait d'un verre non traité, vous voyez donc qui se salit au cours du temps. Et puis ici, vous avez le cas d'un verre traité. Donc en fait, on dépose une petite couche de TiO2 très mince à la surface du verre. Et vous voyez qu'après 1 an, donc exposé à l'extérieur, eh bien le verre est resté donc totalement propre. Donc voilà en fait cette propriété, donc la photocatalyse qui permet de dégrader des molécules organiques. Alors maintenant, on va parler en fait des vitrages intelligents, notamment des vitrages
dont on va pouvoir changer la couleur. Donc, vous reconnaissez le terme chrome. Donc, on a vu en fait la semaine dernière que chrome, ça signifie couleur en grec. Et électro, c'est-à-dire qu'à l'aide d'électrons, et plus précisément d'un champ électrique, eh bien, on va pouvoir changer la couleur du verre, mais de manière réversible. Ça, c'est un point vraiment très important. Alors, pour ça, en fait, on va à nouveau utiliser une couche d'un matériau déposé sur le verre. Et ce matériau, eh bien, c'est par exemple le composé WO3, l'oxyde de tungstène, WO3. Alors, c'est un composé incolore, mais en fait, on peut le réduire. Vous voyez, si on ajoute des électrons, eh bien, en fait, on va créer donc du tungstène au degré plus 5 et plus 6. Alors, je vais les écrire au-dessus. Pardon, j'ai mal. Alors, je reviens à mon dessin précédent. Donc ici, on va avoir donc, du tungstène au degré plus 6 et du tungstène au degré plus 5. Et donc, l'existence de ces 2 degrés d'oxydation, eh bien, va faire apparaître donc, une bande de transfert de charge. Donc, un tungstène 6 va, en fait, ou un tungstène 5 va, en fait, ici, prendre un électron au tungstène 6. Et de cette façon, vous allez voir apparaître cette couleur. Alors, pour, en fait, équilibrer les charges, puisque ici, vous avez donc une charge positive en moins, eh bien, en fait, on a besoin donc d'un cation, M+, qui souvent est du lithium. Donc, en fait, on va former le composé MX, donc LiX, WO3. Donc, à droite, vous avez l'image donc d'un verre teinté par WO3 lorsqu'on a appliqué donc un champ électrique de manière à créer cette coloration. Alors, en fait, sur le transparent suivant, on va voir en fait comment on arrive en fait à construire un vitrage électrochrome. Alors, pour ça, donc on va partir bien sûr du verre. Alors, je reprends mon surligneur. Donc, vous avez le verre ici. Vous avez donc ici votre couche donc, qui va amener donc, des ions lithium. On va avoir donc des électrodes donc, qui vont être formées donc, du composé WO3. Et en fait, on va avoir besoin donc d'un matériau qui va amener donc des électrons et qui aura des propriétés donc de conduction. Et de plus, il faut que ce matériau conducteur soit transparent. Alors, on va voir en fait de plus près de quoi sont constitués les différents éléments. Donc, notre conducteur transparent, eh bien, très souvent, c'est le composé qu'on appelle ITO, qui est donc, vous voyez, de l'oxyde d'indium, donc qui a des propriétés donc métalliques, donc qui est conducteur donc ici de courant. Donc, bien sûr, il en faut de part et d'autre donc du système électrochrome. Vous allez donc avoir, bien sûr, l'électrolyte qui va permettre donc l'échange entre l'anode et la cathode. Donc, l'électrolyte, vous voyez que ça doit être donc un matériau conducteur ionique et, par exemple, qui contient des ions Li+, que l'on retrouve, par exemple, dans l'équation donc que l'on a vue donc précédemment. Et puis, vous allez donc avoir votre couche de WO3, donc qui vont en fait être de part et d'autre ici donc de la couche donc de lithium. Donc voilà en fait comment donc créer ici cette coloration et ce qui est important, c'est qu'elle est réversible.
Donc, on applique un champ électrique et quand on inverse le sens du champ électrique, eh bien, on va pouvoir faire une réaction soit d'oxydation ou de réduction. Donc, voilà pour ici donc, le mécanisme donc, de ces vitrages électrochromes. Donc, vous voyez qu'il faut beaucoup de couches différentes. Ce n'est pas uniquement une couche de WO3. Il faut donc un électrolyte et puis également donc, des conducteurs pour en fait amener donc, les électrons au niveau du matériau donc électrochrome. Alors, ici, j'avais parlé tout à l'heure donc WO3. Vous voyez que WO3, eh bien, il va se situer donc de part et d'autre de l'électrolyte. Donc, c'est comme si vous aviez en fait une pile. Je vous rappelle, une pile, ce sont une anode, une cathode, et entre ces deux électrons, vous avez donc un électrolyte. Vous retrouvez en fait la même structure que dans le cas donc d'une pile. Donc, voilà pour ces vitrages électrochromes qui ont des applications donc importantes pour notamment limiter donc l'éclairement ou l'éclairage donc dans une pièce, également limiter l'échauffement. Les deux cas sont possibles. Donc, souvenez-vous de WO3 qui a la particularité donc d'avoir des propriétés électrochromes. Alors, vous avez également la possibilité d'avoir des verres avec une surface hydrophobe. Alors, quel est l'intérêt d'une surface hydrophobe? Eh bien, vous voyez sur la petite image à droite, quand vous avez en fait cette surface, eh bien, vous allez former des gouttelettes d'eau qui en fait ne vont pas donc s'étaler sur la surface. Alors, pour faire un petit schéma plus simple, je peux représenter donc la surface du verre ici, et puis des petites gouttes d'eau comme ceci. Donc, ils vont garder leur forme sphérique, alors que si je prends la même surface à droite, non traitée, eh bien, en fait, l'eau va s'étaler à la surface. Alors, ça, c'est associé à une propriété. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans quelques applications des polymères. Est-ce que vous connaissez la mouillabilité? Est-ce que vous avez déjà entendu parler donc là, mouillabilité. Donc, c'est associé en fait au caractère donc hydrophobe. Donc, à droite, eh bien, on a une mouillabilité qui est nulle. Donc, en fait, les gouttelettes ne s'étalent pas à la surface. Et à gauche, vous avez une forte mouillabilité. Alors, quel est l'intérêt ici donc d'avoir une faible mouillabilité? Eh bien, si vous avez en fait un courant d'air qui arrive, donc si je prends en fait du vent, vous voyez qu'on va pouvoir, alors, je vais effacer parce que à nouveau, ça c'est pas bien, voilà. Donc, je reprends mon petit schéma. Donc, si je considère ici que vous avez du vent, vous voyez, vous allez pouvoir éliminer en fait l'eau. Donc, les gouttelettes d'eau, en fait, elles ne restent pas à la surface du verre. Et ça, c'est intéressant, notamment pour les pare-brises, donc soit de voiture ou d'avion. C'est qu'en fait, eh bien, l'eau ne va pas rester à la surface. Donc, vous n'avez plus besoin d'essuie-glace. L'essuie-glace, c'est ce qui permet donc d'enlever l'eau à la surface d'un pare-brise. Eh bien là, c'est l'air qui va en fait avoir donc le même effet parce qu'effectivement, les gouttes d'eau auront en fait une très faible adhérence à la surface. Elles vont rester sous forme de gouttelettes sphériques. Alors, pour en fait avoir ces surfaces hydrophobes, on va souvent utiliser des composés fluorés, plus précisément des silanes. Donc, les silanes, c'est lorsque vous avez des liaisons donc SIF.
qui vont en fait permettre eh bien, donc, d'avoir, ou des composés ici également CF, qui vont en fait permettre en fait, d'avoir ce caractère donc, hydrophobe. C'est souvent associé au fluor. Donc voilà pour ces surfaces hydrophobes. Alors maintenant, on va parler donc de l'isolation thermique. Donc dans les pays froids notamment, voir comment on peut garder la chaleur à l'intérieur donc d'une pièce. Alors je vais commencer par effacer donc ici que j'avais écrit correspondant au cas précédent. Alors la façon la plus simple de faire de l'isolation thermique, eh bien c'est donc de prendre ici une couche d'air. Alors, je vais reprendre ma couleur jaune. Donc, vous voyez, une couche d'air emprisonnée entre deux vitrages. Et ça va permettre eh bien, de limiter la conductivité, parce que l'air est un très bon isolant thermique. Et en fait, quand on regarde les données, vous voyez qu'avec ce qu'on appelle un double vitrage, ici, donc 1 et 2, eh bien, en fait, on va diviser par 5 les pertes thermiques. Et si, en fait, on remplace l'air par de l'argon, eh bien, on a un système qui est encore plus efficace. Donc, voilà pour ce premier exemple donc d'isolation thermique avec donc cette couche d'air entre deux vitrages. Alors, on peut également aller un petit peu plus loin. Et pour ça, on va en fait regarder donc ce petit schéma. Donc, vous avez toujours votre double vitrage et en fait, on va rajouter, vous voyez ici, une couche. Alors, on va expliquer en fait à quoi correspond l'émissivité. Et cette couche, vous voyez que quand vous avez donc le rayonnement lumineux, donc du soleil, eh bien, vous voyez que ce rayonnement, il va pénétrer à l'intérieur de la pièce. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chauffer donc la pièce à l'aide donc du rayonnement solaire. Alors, vous voyez ici, je vous ai indiqué de quoi est constitué le rayonnement solaire. On en avait déjà parlé la semaine dernière en disant notamment que dans le rayonnement solaire, il y a quasiment 50% qui correspond à du rayonnement infrarouge. Donc, c'est important d'avoir un vitrage qui soit en fait transparent, donc le plus possible donc, dans ce domaine. Alors, ce qui va être également important par rapport donc, à une pièce qui est chauffée, donc vous voyez, vous avez un radiateur, donc nous, c'est par rapport plutôt à nos climats qui sont relativement froids en hiver. Donc, vous allez en fait essayer de garder la chaleur à l'intérieur donc d'une pièce. Une pièce, c'est en fait une salle dans une maison. Alors pour ça, eh bien en fait, il faut savoir que quand vous avez en fait une température d'environ 20 degrés, eh bien ça va correspondre à une certaine longueur d'onde. Donc on va avoir une émission donc correspondant à cette température. Et en fait, eh bien cette émission, eh bien elle va se situer dans l'infrarouge. Et plus précisément, on peut rentrer dans l'infrarouge lointain. Alors pour ça, on va voir en fait une formule ici. Alors, je vais décaler un petit peu. Donc, si on considère en fait une pièce qui est chauffée par exemple à 20 degrés, eh bien pour en fait connaître la longueur d'onde du rayonnement associé à cette température qu'on appelle le rayonnement du corps noir, eh bien, on va utiliser la formule que je vous ai indiquée, donc ici, où vous avez donc la longueur d'onde correspondant au rayonnement recherché fois la température en degrés Kelvin, qui, vous voyez, est égale à 2898. Ça, c'est la formule donc associée au rayonnement du corps noir. Quand on fait l'application numérique, donc
vous vous souvenez, hein, donc 20 degrés. Ici, il faut rajouter 273 pour avoir des degrés Kelvin. Donc, ça vous fait 293 degrés Kelvin. Et 293 degrés Kelvin, bah, vous allez en fait trouver une longueur d'onde de l'ordre de 10 microns. Par exemple, le corps humain, qui est à 37 degrés, eh bien, en fait, il va émettre à une longueur d'onde, donc il sera plus court. Vous pourrez faire ce petit calcul. Donc, en fait, 10 microns, donc ça correspond à de l'infrarouge lointain. Et vous voyez que ce rayonnement infrarouge qui est émis par la pièce, hein, chauffée à 20 degrés, eh bien, on va éviter qu'elle ressorte du vitrage. Donc, on va la garder dans la pièce, ici. Et pour ça, eh bien, on va utiliser une couche de faible émissivité, donc qui va ici permettre eh bien, de retenir ce rayonnement infrarouge lointain à l'intérieur de la pièce. Alors, cette faible émissivité, hein, ça correspond à 0,1. Donc 0,1, en fait, c'est le rapport entre l'émissivité, hein, c'est-à-dire que le matériau peut émettre un rayonnement, entre l'émissivité du corps et l'émissivité du corps noir, qui est la valeur donc maximale. Donc de cette façon, eh bien, la couche ne va pas émettre ici et elle va permettre de garder l'infrarouge, donc lointain, à l'intérieur donc de la pièce. Et donc de cette façon, donc à la fois la chaleur et la lumière du soleil peuvent pénétrer dans la pièce et la chaleur intérieure, donc l'infrarouge lointain, c'est-à-dire les longueurs d'onde de 10 microns, elles vont être conservées donc dans les locaux. Donc on chauffe en absorbant donc la chaleur extérieure et on essaie de la conserver le plus possible à l'intérieur donc de la pièce. Donc ça, c'est possible à l'aide de cette couche de faible émissivité qui correspond en fait à un revêtement métallique ou d'oxyde métallique parce que certains oxydes ont des propriétés donc de conduction électrique. Donc, vous voyez l'importance souvent des couches minces pour donner une propriété spéciale à donc, un vitrage. On a vu tout à l'heure, en fait, le vitrage électrochrome. Là, vous voyez, un vitrage donc, qui permet ici de retenir ici donc, la chaleur. Donc, ça, c'est plutôt lorsqu'il fait froid à l'extérieur et que l'on veut garder la chaleur à l'intérieur. Alors, on va voir maintenant un autre système. Alors là, vous avez en fait un petit rappel sur le rayon du corps noir. Hein, vous pourrez le lire, mais ce qui est important, c'est juste de voir en fait la formule que l'on vient donc d'utiliser. Donc, je passe rapidement donc dessus. Et en fait, je vais donc voir avec vous ici donc à nouveau des vitrages intelligents, mais cette fois-ci avec un film thermochrome. Donc, thermo, ça veut dire que c'est un matériau dont, eh bien, donc, les propriétés vont changer. Donc, la propriété, ça va être ici la couleur, donc, sous l'effet donc, de la chaleur. D'où le terme thermo. Alors, on va voir en fait quels sont les types de matériaux utilisés, mais pour l'instant, on va voir ce que l'on recherche. Donc, vous avez à nouveau une vitre sur lequel on va déposer ce matériau thermochrome. Et vous voyez que si on se place à basse température, donc en hiver, eh bien, on veut que les rayonnements visibles et infrarouges pénètrent dans la pièce pour chauffer la pièce. Par contre, si on est en été, hein, donc lorsque la température extérieure est chaude, eh bien, on va en fait essayer d'éviter que le rayonnement infrarouge donc, pénètre dans la pièce. Donc, vous voyez qu'il est réfléchi ici par
ce matériau thermochrome. À l'inverse, le rayonnement visible, lui, il est transmis parce qu'on veut pouvoir éclairer la pièce. On ne peut pas être dans le noir, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, vous voyez, on va essayer de filtrer. L'infrarouge est réfléchi, tandis que le rayonnement visible donc, est transmis. Alors, on va voir en fait quelle est la propriété qui va permettre d'obtenir ce résultat. Eh bien, par rapport à ces matériaux thermochromes, on va en fait utiliser une transition isolant métal. Alors, si je prends en fait le matériau de base le plus connu pour ses propriétés thermochromes, eh bien, il s'agit du composé VO2, donc de l'oxyde de vanadium au degré plus 4. Et en fait, ce matériau, il subit une transition isolant métal vers 67 degrés. Alors, vous savez qu'un métal, il a la propriété de réfléchir la lumière. Alors qu'un isolant, il sera plutôt en fait un matériau qui sera donc transparent dans un certain domaine donc de lumière et notamment le domaine infrarouge. Alors on va regarder en fait à quoi correspond cette transition isolant métal. On vous a représenté ici le pourcentage de transmission de la lumière en fonction donc de la longueur d'onde ici. Et vous voyez qu'entre un matériau semi-conducteur ou isolant, les deux peuvent être considérés. Alors, je vais peut-être le rajouter. Donc, ça peut également être on va mettre ici. Donc, un semi-conducteur ou un isolant. Donc, un matériau qui a un band gap, si en fait on veut donc donner un terme précis à cette propriété. Eh bien, vous voyez que la transmission, eh bien, elle va passer par exemple de 80% dans l'infrarouge moyen à, vous voyez, 20% quand on passe donc de l'isolant au métal. Donc, en fait, le taux de transmission, vous voyez, il diminue. Et c'est ce que l'on veut effectivement, notamment dans l'infrarouge. On veut effectivement limiter la transmission pour en fait se trouver donc dans ce domaine que je surligne à nouveau. Donc, c'est cette transition que l'on va donc utiliser. Alors, le problème de WO2, c'est que, vous voyez, la température de la transition, vous voyez, elle correspond à 67 degrés. Donc, le matériau ne commence à réfléchir la lumière qu'au-dessus de 67 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Nous, ce que l'on veut, c'est que ça commence à réfléchir autour de 30 degrés. Donc, en fait, on a modifié la composition de VO2 et notamment, si on ajoute en fait du tungstène, W, eh bien, en fait, on va décaler la température de la transition vers des valeurs plus faibles. Alors, on va regarder ensemble à quoi ça correspond. Donc, vous voyez le cas de WO2 avec la transition à 67 degrés. Alors, on va pas surligner. Voilà, donc 67 degrés. Alors que vous voyez, si on ajoute un petit peu de tungstène, donc la nouvelle formule du composé, ça sera donc V1-X WXO2. On remplace X vanadium par XW. Et vous voyez que, eh bien, on va réussir à diminuer la température et être autour de 35 degrés. Alors, on pourrait dire, ça serait mieux d'être à 30 degrés, mais déjà 35 degrés, ça permet vraiment de couper
d'arrêter le rayonnement infrarouge dès qu'on dépasse cette température. Alors, en fait, les petites courbes que vous voyez apparaître, ça vous montre en fait que le phénomène n'est pas totalement réversible. Il ne s'effectue pas aux mêmes températures. Est-ce que vous savez à quoi correspond la forme de ces courbes? Comment on les appelle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des courbes d'hystérésis? Je vais écrire le mot. Hystérésis. On va attendre que ça apparaisse en complète. Donc, hystérésis, c'est lorsque les courbes, en montée et en descente de température, eh bien, lorsque les courbes ne se superposent pas. Donc, c'est en fait ce que l'on voit apparaître ici. Mais vous voyez que quand même, on a quelque chose qui est réversible, mais qui ne va peut-être pas s'effectuer tout à fait à la même température. Donc, c'est juste pour que vous connaissiez ce terme, hystérésis, associé à la forme de ces courbes. Donc, voilà en fait pour cette propriété donc, des films thermochromes. Vous voyez que vous allez en fait passer d'un matériau transparent à un matériau qui réfléchit donc beaucoup la lumière, donc en fonction donc de la température, suivant que l'on se place avant ou après la transition. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre en fait le petit schéma qui apparaît ici, notamment qu'à haute température, donc on veut ici avoir donc un matériau qui soit donc ici un métal et qui réfléchisse donc la lumière. Alors maintenant, on va voir une autre application importante qui utilise donc le verre, qui est en fait le cas des fibres optiques. Donc, vous savez qu'une fibre optique, elle sert notamment dans tout ce qui est donc télécommunications. Vous avez déjà entendu parler des télécommunications par fibre optique, qui vont permettre, donc de transporter un signal, donc une information sur des milliers de kilomètres. Et on va donc tout d'abord voir de quoi est constituée une fibre optique. Donc, vous avez en fait le petit schéma qui vous est donné et vous voyez qu'on fait apparaître deux parties qu'on appelle le cœur et la gaine. Donc, ces deux parties, sont fabriquées avec du verre. Alors, je vais l'écrire. Donc, on a un verre de cœur et un verre de gaine. Et en fait, ces deux types de verres qui vont avoir des indices de réfraction différents, elles vont permettre de transmettre la lumière par réflexion. Alors, je vais rajouter sur le petit schéma. Donc là, on va avoir donc la gaine et à l'intérieur le cœur. Et en fait, on doit toujours avoir donc l'indice de réfraction du cœur supérieur à celui de la gaine. Et de cette façon, vous voyez que les rayons vont être réfléchis, donc les rayons lumineux vont être réfléchis à l'intérieur donc du verre de cœur et on va pouvoir permettre de transmettre ici donc une information qui est portée par le rayonnement donc lumineux. Donc vous avez donc le verre de cœur, le verre de gaine et pour protéger donc la fibre optique, on va avoir en fait un revêtement donc ici qui est souvent donc en plastique. Donc il sert uniquement à protéger donc la fibre optique. Donc vous voyez le point important donc une structure qu'on appelle cœur-gaine en verre avec la propagation, donc le verbe c'est se propager, la lumière se propage par réflexion totale à l'interface cœur
gain. Alors, je passe sur la notion d'angle critique. Hein. On va le laisser donc de côté. Hein. Et en fait, on va plutôt regarder eh bien, comment on fabrique une fibre optique. Alors, pour ça, on va utiliser en fait une technique donc, de synthèse. Alors, je vais reprendre mon stylet ici, mon surligneur. Alors, on va changer la couleur. Vous voyez, on va parler de méthode CVD. Alors, CVD, ça signifie Chemical Vapor Deposition. Donc, il va y avoir une réaction chimique entre des composés gazeux qui vont donner un composé solide qui va se déposer sur une surface. Alors, je vais peut-être réécrire donc cette définition. Donc, chemical vapor deposition. Donc, vous avez en fait deux exemples de ces réactions. Alors, quand on parle en fait de fibre optique, vous savez qu'une fibre optique, elle va être fabriquée en verre et que le verre le moins coûteux, qui a des propriétés de transparence intéressantes, c'est la silice. Donc, on va tout d'abord regarder la réaction qui permet eh bien, de fabriquer SiO2 à partir d'un composé gazeux. Alors, ce composé gazeux, vous voyez, c'est SiCl4, que l'on va faire réagir avec du dioxygène. Donc, on va obtenir SiO2 et vous voyez qu'on a en fait un résidu de la réaction, Cl2, mais comme il est gazeux, on va pouvoir l'éliminer facilement. Alors, vous voyez que j'ai fait apparaître une autre réaction. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a une structure Kerr-Gain avec des indices de réfraction différents. Donc, en fait, on va ici eh bien, moduler, c'est-à-dire faire varier l'indice de réfraction. Et plus précisément, si vous voulez augmenter l'indice de réfraction, eh bien, vous allez ajouter GeO2. Donc, GeO2 permet d'augmenter l'indice de réfraction. GeO2 augmente. Alors, on verra que c'est une petite quantité, mais c'est suffisant pour arriver donc à faire cette variation et obtenir donc la structure Kerr-Gain. Alors, vous voyez que dans la préparation par CVD de fibre optique, j'ai indiqué le terme silice ultra pur. Alors ça, c'est important parce qu'en fait, on a vu notamment la semaine dernière qu'il y avait en fait des groupements chimiques qui limitaient la transmission dans l'infrarouge. Est-ce que vous vous souvenez de quel groupement chimique il s'agit? La semaine dernière, on a regardé un petit exercice où il y avait la courbe de transmission d'une silice classique et on avait vu une bande d'absorption qui était forte. Est-ce que vous vous souvenez à quoi elle correspond? Madame, les chalcogénures. Alors, les chalcogénures, ce sont des verres, mais qui ne sont pas à base de silice. Là, en fait, je vais parler de verres de silice. Silice, c'est SiO2. Donc, en fait, dans SiO2, vous pouvez avoir en fait des groupements SiOH. On en a parlé la semaine dernière. Et ces groupements SiOH, est-ce que vous vous souvenez dans quel domaine de longueur d'onde ils apparaissent, ces groupements SiOH, qui en fait correspondent à des bandes de vibration?
Non, vous ne vous souvenez pas de ces barres? On avait vu qu'en fait, il y a une longueur d'onde, donc une énergie, donc qui correspond en fait à 1,4 micron. Vous savez, on avait transformé les longueurs d'onde d'absorption en énergie. On avait attribué donc, une bande qui se situait à 1,4 micron à ce groupement, donc OH. Donc, vous voyez que là, pour en fait fabriquer une fibre optique, on va en fait devoir choisir un matériau qui est transparent, notamment à 1,55 microns, puisque c'est la longueur d'onde ici utilisée pour faire la propagation. Le rayonnement correspond à une longueur d'onde de 1,55 microns. Donc, il faut éviter d'avoir des bandes d'absorption dans ce domaine. Donc, notamment, il faut éviter d'avoir des groupements OH. Et donc, ça nécessite d'avoir de la silice ultra pure, donc sans OH. Également, éviter d'avoir, par exemple, des ions Fe2+, qui sont en fait des impuretés, qui vont également en fait absorber dans l'infrarouge. Donc, d'autres métaux, donc il y a Ni2+, Cu2+, donc qui ont des bandes d'absorption dans l'infrarouge et qu'il faut absolument éliminer. Donc, peu d'impuretés. Donc, ça sont des impuretés. À éliminer. Donc, en fait, on va partir de ce précurseur, et si c'est le cas, que l'on peut obtenir avec une très haute pureté. Et on va en fait se retrouver avec de la silice, donc dite ultra pure, c'est-à-dire qui ne contient aucun OH. Donc les OH, ils sont liés à la présence d'eau dans l'atmosphère, de réaction. Donc là, on peut totalement éviter d'avoir de la vapeur d'eau si on utilise de l'oxygène pur, de l'oxygène très sec. Et puis on peut également donc éviter d'avoir donc les impuretés telles que le fer 2 en partant d'un composé donc qui est de très haute pureté. Donc voilà en fait pourquoi on parle donc de silice ultra pur. Ça c'est vraiment un paramètre très important. Si vous ne partez pas de composés purs, eh bien votre fibre optique elle ne va plus transmettre correctement. Et donc elle ne servira pas pour les transmissions donc par fibre optique sur de longues distances. Alors, là, je vais effacer pour mes commentaires pour voir en fait comment on fabrique cette fibre optique. Donc, on va partir en fait d'un tube creux. Alors, je vais reprendre mon souligneur. Je vais prendre du verre, ça soit plus facile. Donc, vous voyez, on part d'un tube creux. Donc, d'un tube fait de silice, mais qui n'a pas besoin d'être pur. Et une qualité médiocre, ça n'a pas d'importance. À l'intérieur de ce tube creux, vous voyez qu'on va injecter les composés gazeux, donc Si-Cl4, plus des dopants qui seront par exemple GeCl4. GeCl4, on peut considérer que c'est un dopant pour modifier l'indice de réfraction. Donc, à l'intérieur donc du tube, eh bien, la réaction va se faire, la réaction donc CVD, et en fait, vous allez obtenir de la poudre qui va venir se déposer, vous voyez, à la surface du tube. Alors, cette poudre, on l'appelle de la suie, mais c'est la même chose. Je vais l'écrire ici. Donc,
poudre, c'est la même chose que de la suie. S-U-I-E. Donc, en fait, cette poudre donc, va se déposer à la surface, mais en fait, elle ne va pas donner le matériau vitreux tel qu'on veut l'obtenir. Il faut en fait avoir un matériau qui va être uniforme, pas en fait uniquement des petits grains, donc soudés les uns aux autres. Donc, pour en fait arriver à, on va utiliser le terme vitrifier, c'est-à-dire rendre eh bien, la poudre, la transformer en un matériau donc vitreux, on va en fait chauffer donc cette poudre. Donc, vous voyez que le système de chauffage, donc c'est un chalumeau ici, donc à une température de 1700 degrés. Et en fait, on va faire donc la vitrification des suies. Alors, je pense que j'ai dû écrire ce terme. Ah, non, je ne l'ai pas écrit. Donc, on va ici, voir, donc on va la vitrification. D'arriver à écrire, à trouver, à lire, V-I-T-R-I-F-I, donc vitrifier, donc rendre un matériau donc vitreux, donc vitrification des suies, c'est-à-dire des poudres. Et donc, vous voyez que vous allez passer donc d'une poudre qui n'a pas de propriété optique intéressante à votre matériau, donc ici, qui sera donc le verre, qui sera uniforme en épaisseur, avec des bonnes propriétés optiques, qui va permettre donc de transmettre donc la lumière et également de la faire donc se propager à l'intérieur donc de la fibre. Donc, vous voyez, au départ, on forme de la poudre et ensuite on fait la vitrification de cette poudre pour obtenir le matériau vitreux qui se dépose à l'intérieur du tube creux. Alors, une fois qu'on a notre tube creux, on n'a pas encore notre fibre optique. Donc, en fait, on va avoir une étape importante qui est l'étape de rétrain. Donc, vous retrouvez en fait votre tube creux ici. Alors, je vais le réécrire. Ici. Donc là, on a le tube creux dans lequel on a fait les dépôts de verre, de cœur et de gaine, alors dans le sens gaine-cœur. Et ensuite, on va à nouveau donc chauffer le verre, on va le ramollir. Donc, pour ramollir un verre, je vous rappelle, il faut être à une température supérieure à Tg. Donc, vous voyez, on va se mettre à 2000 degrés, donc qui est vraiment très supérieur à Tg, mais c'est la condition pour que le verre se ramollisse. On va faire tourner le verre. Donc là, on est en rotation. Et en fait, eh bien, les deux bords vont venir se coller. Donc, c'est ce qu'on appelle le rétrain. Et à la fin, vous voyez que vous allez obtenir cette structure où là, il n'y a plus de verre creux, le verre est plein. Et on va avoir donc notre structure donc, de fibre optique, c'est-à-dire l'équivalent de ce que j'ai représenté ici. Donc, voilà, en fait, les différentes étapes. Donc, la formation des couches donc, de silice ultra pur par la méthode CVD. Ensuite, la vitrification. Et en dernier, le rétrain pour en fait arriver donc à notre fibre, alors qu'on va en fait appeler la préforme. Et là, la préforme, c'est un tube plein. Alors, pour en fait faire la dernière étape, arriver à notre matériau final, la fibre optique. Alors, est-ce que vous avez une idée de la taille
du diamètre d'une fibre optique? À votre avis, c'est quelle dimension à peu près? C'est de l'ordre du millimètre, du micron? Souvent, on dit qu'une fibre optique, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ça correspond à peu près à quelques microns. Donc, en fait, ici, pour passer de la préforme à la fibre optique, on va faire en fait l'étirage donc de la fibre. Alors, on va voir en fait comment on procède. Alors, pour ça, j'efface mes petits commentaires. Et on va voir donc cette dernière étape donc, de fibrage. Donc, on va en fait partir de la préforme. Alors, je reprends mon stylet. Tac. Donc, la préforme, vous voyez, elle est ici. On va en fait chauffer la préforme, à nouveau au-dessus de TG, mais on ne va pas aller jusqu'à 2000 degrés. Hein. On va juste faire en sorte que eh bien, le verre se déforme sous l'effet de son poids. Et en fait, on va former ce qu'on appelle une goutte. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez votre fibre ici, et il y a une petite goutte qui va venir se former. Donc, cette goutte, eh bien, ça va permettre d'amorcer le tirage. Donc, on va en fait, avec une pince, venir tirer dessus, la mettre sur un système de poulie, ici. Et ensuite, sur un tambour. Donc, un tambour, ça va permettre d'enrouler la fibre optique. Et de cette façon, on va pouvoir produire en continu donc la fibre optique. Donc, voilà en fait le principe qui est relativement simple. Et on va passer eh bien, d'une préforme dont le diamètre peut être 1 centimètre à de la fibre optique dont le diamètre sera de quelques microns. Donc, on étire la fibre et en fait, on l'enroule sur des dizaines de kilomètres sur un tambour. Donc, c'est vraiment un procédé de fabrication en continu. Vous pourrez regarder sur Internet, hein, vous allez trouver les fibres optiques sur des tambours. Donc, en fait, un cercle hein, sur lequel on enroule donc, cette fibre optique et avec une préforme, on va faire des centaines de kilomètres de fibres optiques de très bonne qualité et notamment avec une très bonne transparence dans l'infrarouge. Alors, vous voyez que vous avez en fait un terme qui apparaît un petit peu plus haut dans le texte. Je reprends ici. Alors, je vais surligner. Vous voyez, on parle de pertes. Donc, les pertes, eh bien, c'est la quantité donc, de lumière qui va être perdue à une longueur d'onde donnée. Et bien sûr, il faut que ces valeurs soient les plus petites possibles. Donc, 0,15 dB par kilomètre, ce sont les pertes les plus faibles que l'on arrive à obtenir donc, de nos jours. Donc, au cours du temps, on a amélioré le système pour arriver à ces pertes très faibles et donc avoir vraiment des matériaux, une fibre qui va transmettre donc très bien dans l'infrarouge, plus précisément à 1,55 microns. Donc, bien se souvenir de la structure donc d'une fibre, une structure Körgen, de la longueur d'onde à laquelle on utilise cette fibre optique. On envoie de la lumière à 1,55 microns. Et il faut absolument que eh bien, la transparence soit très bonne à cette longueur d'onde. Donc, éviter tous les éléments, les impuretés qui peuvent absorber à cette longueur d'onde. Notamment, éviter les OH,
éviter donc ici les impuretés telles que ici des métaux de transition qui ont des bandes d'absorption donc dans l'infrarouge. Et puis au niveau de la fabrication, donc se souvenir des termes, CVD, donc vitrification, donc d'essuie, et puis l'étape de rétrain et de fibrage. Donc voilà les différents points importants associés donc aux fibres optiques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette technique de fibre optique, parce que c'est important, télécommunication par fibre optique, vous avez en fait des fibres optiques qui sont dans le fond des océans, sur des milliers de kilomètres, et qui permettent d'avoir des transmissions donc d'informations avec du haut débit. Donc ça, c'est possible grâce notamment donc à ces fibres optiques. Donc pas de questions? Non? Donc, vous relirez, puis si vous avez des précisions à demander, n'hésitez pas pour soit m'envoyant par mail. Alors maintenant, en fait, on va parler donc d'autres types de matériaux qui sont les vitrocéramiques. Donc, comme on va voir, une vitrocéramique, on la fabrique à partir donc d'un verre à la suite de traitements thermiques. Alors, avant de voir quelles sont donc les techniques utilisées, on va parler donc de l'historique associé donc à la découverte de ces matériaux donc vitrocéramiques. Donc, en fait, la première vitrocéramique qui a été donc fabriquée, vous voyez, ça date de 1954. Et en fait, elle a été fabriquée dans une société américaine qui s'appelle Corning Glass. Ça fait partie des grandes sociétés verrières avec Saint-Gobain, avec les verres Schott. Donc, c'est une entreprise donc très connue. Et en fait, la première vitrocéramique, elle a été fabriquée de manière accidentelle par un monsieur qui s'appelle Monsieur Stuquet. Vous voyez en fait sa photo ici avec une céramique qui a servi à fabriquer donc des ustensiles de cuisine. Et en fait, Monsieur Stuquet, il travaillait en fait sur les verres photochromes, les verres notamment photosensibles, dont on a parlé la semaine dernière, qui vont en fait s'éclaircir ou s'assombrir, donc suivant ici la quantité donc d'ultraviolet. Donc en fait, il travaillait sur ces verres photosensibles. Donc je vous rappelle que dans ces verres photosensibles, on a des particules métalliques, notamment dans les verres qu'on appelle photochromes, ce sont des particules d'argent. Donc là, il travaillait sur des verres contenant donc de l'argent, mais également de l'or ou du cuivre. Donc on a vu que or cuivre, c'est également utilisé pour fabriquer donc les verres rubis, dont on a parlé également la semaine dernière. Et en fait, il s'est trompé dans la programmation du four. C'est-à-dire, il voulait faire un traitement thermique à 700 degrés. Et en fait, il s'est trompé, il a mis 900 degrés. Et en fait, quand il a sorti donc le morceau de verre du four, en fait, il l'a laissé tomber. Là encore, il n'a pas fait exprès. Il a laissé tomber le verre par accident. Et en fait, il s'est aperçu que le verre n'avait pas cassé. Donc, ce nouveau matériau avait des propriétés mécaniques très importantes. Alors, il a constaté que le verre était devenu opaque. Donc, il avait perdu ses propriétés de transparence, mais il avait des propriétés mécaniques intéressantes. Donc, quand on a regardé en fait la structure de ce matériau, notamment, on peut faire de la diffraction par les rayons X. Vous connaissez cette technique? La diffraction RX, ça permet déjà de voir si le matériau est vitreux.
ou si en fait il contient des composés cristallisés. Et en fait, il s'est aperçu que à l'intérieur de ce matériau, il y avait en fait des cristaux, mais qu'il avait conservé une partie en fait vitreuse. Alors ensuite, en fait, ils ont essayé donc d'améliorer la technique de synthèse, notamment de mieux contrôler en fait la formation donc des cristaux. Et en fait, ils ont remplacé donc les particules métalliques par d'autres agents, alors qu'on appelle des agents de nucléation. Mais on va voir pourquoi on appelle agents de nucléation dans le transparent suivant. Et en fait, il a remplacé donc les particules métalliques par d'autres composés tels que TiO2, ZrO2, qu'on appelle en fait des agents de nucléation, qui permettent de contrôler plus facilement la cristallisation, notamment la taille des cristaux. Donc voilà en fait l'origine donc des vitrocéramiques. Donc c'est en fait une erreur de manipulation. Parfois, ça peut être intéressant de se tromper. Alors qu'est-ce que l'on a fait avec ces matériaux? Eh bien, au départ, la société Corning a produit donc des vitrocéramiques opaques pour en fait fabriquer des ustensiles de cuisine. Alors, ustensile, ça peut être une casserole, ça peut être une cafetière, et vous avez différents exemples ici. Vous voyez qu'il tient, Monsieur Stouquet, en fait, a en fait une cocotte, donc un matériel de cuisine donc fait en vitrocéramique opaque. Alors pourquoi en fait il est intéressant d'utiliser ces matériaux? Eh bien parce que quand ils peuvent supporter des variations importantes de température très rapides. Ils peuvent passer du froid au chaud ou du chaud au froid très rapidement sans qu'ils se cassent. Donc, vous voyez, donc ça peut être intéressant parce qu'on peut passer donc, ces ustensiles au four. On peut également les mettre au micro-ondes parce qu'ils sont transparents au micro-ondes. Donc, on va chauffer l'intérieur de la cocotte, mais sans chauffer donc ici le contenant. Donc, ces propriétés, en fait, elles ont été utilisées pour fabriquer donc ici ces nouveaux donc matériaux. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi en fait ces matériaux ont cette propriété de résister ici donc à des variations importantes donc de température. Et puis ensuite, ils ont essayé de fabriquer toujours cette vitrocéramique, mais en la gardant transparente. Donc, ces vitrocéramiques transparentes, eh bien, en fait, ils ont réussi à les fabriquer en contrôlant la taille des petits cristaux qui se forment lors de la formation donc, des vitrocéramiques, et notamment en diminuant la taille des cristaux, eh bien, on arrive en fait à conserver la transparence du matériau. Donc, en fait, cette nouvelle gamme donc d'ustensiles de cuisine, ils les a appelés les Visionware, alors qu'au départ, c'était des Corningware qui n'avaient pas en fait cette propriété donc de transparence. Donc, vous avez ici une image, donc ici, d'un ustensile de cuisine qui est transparent, mais qui est fabriqué avec une vitrocéramique. Dans tous les cas, vous avez des vitrocéramiques, mais certaines sont transparentes, d'autres sont opaques. Donc voilà pour à la fois donc la découverte et puis les différents types de vitrocéramique que l'on peut obtenir. Et maintenant, on va essayer de voir quel est le mécanisme donc qui va en fait permettre de former ces vitrocéramiques. Donc, vous voyez ici, quand on va en fait fabriquer les vitrocéramiques, eh bien, on va faire recristalliser le verre. Mais on va essayer de contrôler la cristallisation
au travers du processus de nucléation-croissance. Donc, nucléation, c'est lorsque vous allez en fait former des tout petits cristaux à l'intérieur du verre. Alors, tout petits cristaux, la taille, ça sera de l'ordre du nanomètre. Donc, on va dire en anglais, ce sont des nucléus, mais en français, on va utiliser le terme germe. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va faire croître ces germes. Alors, le plus simple, c'est de regarder le petit schéma qui va vous donner, vous voyez ici, la vitesse de ces deux processus, nucléation, croissance, en fonction de la température. Donc, vous voyez qu'à plus basse température, mais en se plaçant toujours à une température supérieure à la transition vitreuse, puisque ici, si vous voulez faire apparaître des cristaux, il faut que les atomes soient mobiles. Donc, la mobilité, eh bien, elle nécessite d'avoir une diminution de la viscosité. Et la viscosité, eh bien, elle commence à vraiment diminuer quand on est au-dessus de la transition vitreuse. Alors, si vous regardez en fait le petit schéma, ici, vous voyez, vous avez plein de petits grains. Et donc, ces grains, on les appelle des germes. Pardon pour ces traits qui apparaissent. Un stylet qui est trop sensible. Alors, je vais l'écrire. Donc, germe. Et le diamètre, c'est de l'ordre du nanomètre. C'est vraiment tout petit. Donc, cette étape donc, de nucléation, elle s'effectue à une certaine température. Et puis, si on veut arriver à faire grossir donc, ces germes, on va devoir augmenter la température pour arriver à la seconde étape de croissance. Vous voyez, vous avez ici des cristaux donc, qui résultent de la croissance donc, des germes. Donc, voilà pour ces deux étapes de nucléation-croissance. Vous voyez que la croissance, elle doit se faire à une température inférieure à la température de fusion. Puisque quand il y a fusion, les cristaux vont disparaître. Ils vont en fait fondre et vous serez revenu à votre matériau, donc ici, votre liquide surfondu. Donc voilà, nucléation-croissance, donc des phénomènes qui se passent entre la température de transition vitreuse et la température donc de fusion. Alors vous avez ici une image donc d'une vitrocéramique, donc faite avec ce composé ici. Donc vous voyez que vous avez en fait des sphères ici qui sont isolées les unes des autres, donc avec des tailles relativement proches. Et vous voyez que on vous indiquait qu'il s'agit donc de sphères et qui ne sont pas connectées. Et cette image, vraiment, elle est caractéristique. Donc, ces sphères non connectées, c'est caractéristique du processus de nucléation-croissance. Puisque les germes sont isolés et en fait, ils vont donc ici croître. Alors, comment en fait obtient-on notre vitrocéramique par quelles étapes donc, de traitement thermique? Donc, on va les repasser en revue. Alors, j'efface ici. Donc, vous voyez, la première étape, eh bien, elle va servir à fabriquer le verre, puisque pour fabriquer une vitrocéramique, il faut obligatoirement partir du verre. Donc, première étape, on va en fait fabriquer donc, le verre. Alors, je reprends mon souligneur ici. Donc, on va faire la fusion des matières premières. Vous vous souvenez également de l'affinage, c'est pour éliminer les bulles.
Donc, c'est la première étape. Donc, on se place au-dessus de la température donc, de fusion. Ensuite, vous voyez, on va refroidir donc, le verre jusqu'à la température donc, de nucléation. Donc, la première étape que l'on a vue donc, tout à l'heure. Et dans cette étape donc, de nucléation, vous voyez, on fait apparaître des germes. Et on va essayer de faire en sorte que les germes aient une taille uniforme et qu'ils soient distribués de manière homogène. On veut éviter qu'il y ait des petits germes d'un côté et puis rien de l'autre. On veut éviter d'avoir ceci. Alors. Si on a ça, c'est pas bon. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir en fait des germes qui sont présents donc à l'intérieur donc du matériau, donc distribués de manière uniforme. Une fois que l'on a maîtrisé donc cette étape, alors il faut choisir à la fois donc la température, également le temps. Alors ce qui est important, c'est que quand on augmente le temps, eh bien en fait on augmente le nombre de germes. Alors je vais peut-être l'indiquer pour préciser. Donc dans l'étape donc 2, donc le nombre de germes augmente avec le temps, donc le temps de traitement. Et puis, dans l'étape donc, de croissance, donc, qui en général se fait en augmentant la température, du fait du petit schéma que l'on vient donc de voir. Donc, on va ici faire croître les cristaux. Et en fait, on va essayer à nouveau d'avoir une taille uniforme. Ça, c'est important pour être sûr, notamment si vous voulez avoir un matériau donc transparent, être sûr que la taille sera inférieure à la taille maximale, donc correspondant à la transparence du matériau. Donc, en fait, dans l'étape 3, alors, ici, l'étape 3, donc en fait, on va avoir donc la taille des cristaux qui augmente avec le temps. Vous voyez, l'effet du temps est différent sur les deux étapes. Première étape, c'est le nombre de germes qui augmente. Deuxième étape, le nombre de germes est fixé. Donc, le nombre de cristaux est fixé et c'est uniquement donc la taille des cristaux qui va donc ici augmenter donc avec le temps. Donc, ces deux étapes, c'est toujours très difficile de les maîtriser. Il faut beaucoup d'expériences donc différentes pour vraiment choisir à la fois la température et le temps idéal pour fabriquer donc ici notre vitrocéramique. Donc, point important dont il faut se souvenir, nucléation-croissance, donc avec des cristaux ou des germes qui auront des tailles sphériques, et ensuite la dimension donc ici de ces sphères va être fonction donc ici du temps donc de traitement donc de la vitrocéramique. Alors vous verrez en fait en TD, dans un exercice que je vous ai proposé, que parfois en fait on peut fabriquer une vitrocéramique en utilisant une même température pour la nucléation et la croissance. Ça dépend en fait de la position relative des courbes de nucléation et de croissance. Parfois, vous pouvez en fait avoir des courbes qui sont donc très proches l'une de l'autre. Par exemple, on peut avoir cette courbe de croissance qui se trouve ici. Donc là, en fait, on peut, en une même étape, faire à la fois la nucléation et la croissance.
Donc, on verra un exemple en TD donc, où, en fait, la formation d'une vitrocéramique eh bien, se fait donc, à une même température pour la croissance. Alors ici, je vous ai donné la taille maximale des cristaux que l'on va en général obtenir. Donc, vous voyez, des cristaux de taille inférieure au micron. Mais à nouveau, si vous voulez avoir des vitrocéramiques transparents, il faudra plutôt avoir des tailles de quelques dizaines de nanomètres pour vraiment avoir votre vitrocéramique transparente. Et on verra des valeurs numériques dans l'exercice de TD qui est donc dans vos documents. Alors, on a vu également qu'on peut favoriser la nucléation avec des agents de nucléation, et notamment dans les verres de silicate, c'est souvent ZrO2 ou TiO2. Donc, voilà quelques points importants donc, sur la préparation donc, ici de ces vitrocéramiques. Alors, juste une petite remarque, pardon. Alors, je vais revenir en arrière, en gommant un petit peu. Donc, une petite remarque que je vous ai donc indiquée à la fin. Donc, en fait, quand on fabrique une vitrocéramique, donc on va avoir des cristaux qui vont être donc dispersés dans une phase vitreuse que l'on va appeler le verre résiduel, c'est-à-dire le verre donc, qui reste après donc, l'étape de cristallisation. Donc, c'est un terme qu'on utilise souvent. Donc, il y a verre résiduel et puis également le verre de départ, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le verre parent. Donc, qui est le verre à l'origine donc, de la vitrocéramique. Donc, en fait, cette phase vitreuse résiduelle, eh bien, elle va influer sur les propriétés des vitrocéramiques, notamment sur les propriétés de transparence, puisque la phase vitreuse, elle, sera donc toujours une phase transparente et on essaiera de faire en sorte que ce verre résiduel soit un verre très stable, qui ne risque pas de recristalliser. Donc, voilà pour cette caractéristique et ces termes associés aux vitrocéramiques, nucléation-croissance, verre parent, verre résiduel. Alors, sur le transparent suivant, en fait, on va avoir un exemple de vitrocéramique qu'on appelle la vitrocéramique zéro dur. Donc, vous voyez, elle a été fabriquée par la société Schott. Donc, la société Schott, c'est une société allemande. Ça se rajoute à Corning Glass, à Saint-Gobain. Ce sont vraiment les trois grandes compagnies donc, verrières. Et en fait, ces vitrocéramiques, eh bien, elles ont servi pour fabriquer les miroirs de télescopes géants. Donc, un miroir de télescope doit être bien sûr transparent et en fait, il doit avoir un coefficient de dilatation thermique très faible. Alors, ce coefficient de dilatation thermique, je vais redonner sa définition. Donc, je vais reprendre mon stylet. Donc, alpha, alors je vais peut-être l'écrire en noir, ça sera plus simple. Donc, alpha, donc, alors vous laissez un petit peu de place, c'est la variation du volume avec la température à pression constante par rapport à un volume de référence qu'on appelle le volume V0. Donc, voilà la définition du coefficient de dilatation. Donc, très simplement, c'est la variation du volume sous l'effet de la température. Donc, vous voyez, en fait, une des propriétés importantes des vitrocéramiques, eh bien, ça va être d'avoir un coefficient de dilatation thermique très faible. Donc, ça explique notamment pourquoi eh bien, les matériaux vitrocéramiques
ont des propriétés mécaniques intéressantes. Tout à l'heure, j'ai parlé donc des vitrocéramiques utilisés pour fabriquer des ustensiles de cuisson, où en fait on peut appliquer des variations importantes de température sans que le matériau se casse. Eh bien, ces propriétés mécaniques très bonnes, elles s'expliquent à l'aide de ce coefficient de dilatation thermique qui sera donc faible et beaucoup plus faible que celui donc d'un verre. Alors maintenant, si on regarde la composition de la vitrocéramique, alors je vais reprendre mon stylet. Donc vous voyez, vous avez des formateurs, donc SiO2, des modificateurs, des composés intermédiaires, L2O3, des modificateurs, vous voyez des alcalins, des alcalinotéreux, MgO, ça c'est un alcalin, vous voyez, donc c'est une composition classique. Et en fait, on va rajouter nos agents de nucléation. Vous voyez apparaître en vert, donc il y a effectivement ZrO2, TiO2, et puis vous voyez qu'un autre agent de nucléation qui peut en fait ici être utilisé, c'est P2O5. Alors, au niveau du traitement thermique, donc on va faire un traitement en 2 étapes, correspondant à la nucléation et la croissance. Donc, vous voyez ici la température donc, de nucléation, 740 degrés, 1 heure. Et puis, l'étape de croissance, 830 degrés. Donc là, dans la publication, il n'avait pas indiqué le temps de traitement. Donc, ça, je ne l'ai pas indiqué. Alors, ce qui est important dans notre vitrocéramique, c'est de connaître les cristaux qui sont apparus. Donc, vous voyez, ce sont des cristaux de formule Mg2Al4Si5O18. Donc, plus simplement, en fait, il s'agit ici donc d'une solution solide de quartz. Alors, on peut essayer d'expliquer pourquoi, en revenant sur la formule. Alors, je reprends mon stylet. Donc, en fait, le quartz, vous savez que c'est SiO2. On a vu que quand on ajoute un composé intermédiaire au vert, on trouve en fait l'entité ALO4 et on a vu qu'on avait ALO4 avec des oxygènes tous pontants et on avait trouvé l'entité ALO4 sur 2, donc ALO2 portant une charge moins 1. On avait fait le calcul avec les degrés d'oxydation. Et on avait vu que la nécessité d'avoir un cation pour équilibrer. Donc là, vous voyez que le cation qui reste, c'est Mg. Donc, on pourrait l'écrire avec 1/2 de Mg qui vous donnerait la charge plus. Donc, en fait, quand on parle de solution solide, donc en fait, on va remplacer le groupement SiO2 du quartz par le groupement AlO2 et puis 1/2 de Mg. Vous voyez ici qu'on a l'équivalent donc de 5 Si. On va mettre ici 5 SiO2. Et puis, on a l'équivalent de 4 Al O4 fois. Et puis, on a la moitié de Mg. Donc, comme on avait 4 aluminium, on se retrouve avec 2 Mg. Donc, 2 Mg de plus. Et puis ici, charge moins. Donc, vous retrouvez bien la formule de votre composé. Donc, Mg2, Al4, Si5, et puis le nombre d'oxygène pour reformer donc ici les entités SiO2 et AlO4-. Donc là, en fait, on a une substitution
des groupements SiO2 par les groupements Al O4 sur 2. Et ça explique pourquoi on parle de solution solide. SS, peut-être le rajouter, c'est ce qu'on appelle la solution solide. Donc, on garde la structure du quartz, mais en faisant donc des substitutions, donc des groupements SiO4 par les groupements AlO4. Et puis, il y a le magnésium qui vient équilibrer, donc ici, l'échange. Alors, on vous a indiqué également la taille des cristaux. Vous voyez, 100 nanomètres. Et en fait, 100 nanomètres, dans le cas de cette vitrocéramique, vous voyez qu'elle est transparente. À droite, vous avez l'image donc du miroir. Vous voyez la taille du miroir avec la personne qui est dessus en train de vérifier la qualité optique, notamment le polissage, la transparence. Donc, on a vraiment des miroirs de grande dimension. Donc, on est parti donc du verre. On a fait le traitement thermique. Vous voyez, il faut des fours très grands pour arriver à traiter donc cet échantillon donc en une fois. Donc une température homogène dans le four. Et on a réussi donc à faire donc ici ces vitrocéramiques donc qui sont utilisés comme miroirs de télescope. Alors là, je vais réeffacer les petites informations que j'ai indiquées. Vous avez eu le temps d'écrire. Donc, la définition à solution solide, enfin, à quoi correspond SS, quand je parle donc de solution solide. Donc, les différentes substitutions que l'on peut avoir. Donc là, je vais effacer pour en fait parler plus précisément du coefficient de dilatation. Alors là, vous avez juste une petite image prise au microscope, donc électronique, donc de petits cristaux, donc de cette phase, donc quartz bêta, qui se forment donc à l'intérieur donc du verre. Alors je reviens maintenant donc à mon coefficient donc de dilatation. Donc en fait, j'ai mis deux valeurs extrêmes. Donc vous voyez le verre avec un coefficient de dilatation positif. Et une des particularités de la solution solide de quartz bêta, c'est qu'elle a un coefficient de dilatation négatif. Donc, on voit que si on arrive à maîtriser le taux de cristallisation, on va pouvoir trouver donc un taux de cristallisation pour lequel le coefficient de dilatation sera égal à 0. Et c'est le cas lorsque l'on fait cristalliser donc pour le verre pour obtenir 70% ici donc de phase cristallisée de solution solide. Donc vous voyez qu'on peut obtenir des vitrocéramiques avec un taux de cristallisation très élevé. 70%, vous voyez, on a plus de phases cristallisées que de phases vitreuses, mais on conserve les propriétés donc, du matériau vitreux, c'est-à-dire la transparence. C'est vraiment l'un des points très importants de ces vitrocéramiques, c'est donc le contrôle de la taille des cristaux, le contrôle du coefficient de dilatation au travers du pourcentage de phase cristallisée qui va donner ces propriétés donc très intéressantes donc à nos matériaux. Alors vous voyez que avoir un coefficient de dilatation égal à 0, c'est possible si en fait on fait apparaître du quartz bêta. Par contre, ça ne marcherait pas si on avait la variété alpha du quartz. Là, en fait, on a, vous voyez, un coefficient de dilatation qui est positif. Donc, c'est important ici de maîtriser donc la structure de la phase cristalline. Ça sera obligatoirement ici du quartz bêta.
Alors, je vous ai indiqué ici, hein, donc l'intérêt d'avoir ce coefficient de dilatation égal à 0. Hein. Donc ça, c'est associé en fait non pas aux propriétés mécaniques associées au refroidissement, échauffement, mais c'est plutôt par rapport aux aberrations chromatiques. C'est-à-dire que si eh bien, le coefficient de dilatation change, eh bien, le volume va varier, donc l'indice de réfraction va varier, et en fait, bah, le miroir il risque de voir flou si en fait vous avez des variations trop importantes d'indice de réfraction. Donc, c'est vraiment le point important donc, de ces vitraux céramiques utilisés pour les microscopes. Donc, les miroirs de microscope, hein, c'est d'avoir en fait un indice de réfraction qui soit toujours le même, quelle que soit la température, pour que toujours on ait une image nette. Ça, c'est vraiment ce que demande donc ici un astronome. Hein, c'est en fait il est toujours une image nette, hein, donc quelle que soit donc la température. Donc voilà pour donc ces vitraux céramiques ou cet exemple de vitraux céramiques. Alors sur le transparent donc suivant, eh bien vous allez voir en fait différentes vitraux céramiques hein, qui ont été donc commercialisés. Donc, on va retrouver eh bien, la vitrocéramique zéro dur qu'on vient de voir. Vous retrouvez en fait les matériaux Corning, hein, Bijoware, Corningware. Et puis, vous avez également d'autres céramiques hein, qui sont produites par des Japonais. Hein, vous voyez ici. Avec très souvent donc comme constituant donc des vitraux céramiques, eh bien vous voyez que vous avez des vitraux céramiques qui contiennent Li2O, Al2O3 et SiO2. Donc c'est souvent des vitraux céramiques qu'on appelle LAS pour lithium, aluminium, donc silicate. Ce sont très souvent les matières premières donc associés aux vitraux céramiques. Et puis après, bon, il y a des modificateurs hein, qu'on ajoute, des agents de nucléation, vous voyez à nouveau, hein, TiO2, ZRO2, et puis bien sûr des colorants hein, pour donner donc, la coloration donc, voulue à notre matière. Alors vous avez également donc, la phase cristalline qui apparaît. Donc vous retrouvez la solution solide de quartz. Vous pourrez essayer hein, de regarder sur Internet à quoi correspond la phase spodumène. Vous voyez que c'est à nouveau des solutions solides, donc il y a sûrement des substitutions entre le silicate et puis des entités AlO4. Et puis, pour terminer, on va en fait regarder la dernière ligne. Donc, sur la dernière ligne, vous voyez que on a en fait la vitrocéramique Cérabone. Donc, Céra pour céramique, bone pour os. Hein. Donc, vous connaissez bone, la traduction en anglais de os. Et en fait, ce sont des vitrocéramiques qui ont été utilisées pour fabriquer des prothèses osseuses. Donc, pour remplacer en fait de l'os humain. Et en fait, ces vitrocéramiques, elles ont comme caractéristique eh bien, de faire apparaître une phase qu'on appelle l'apatite. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des composés de type apatite. Est-ce que vous connaissez ce terme apatite? Non? Alors, je vais vous redonner en fait la formule donc, d'une apatite que l'on trouve notamment dans les os. Alors, je vais l'écrire sur le document. Donc, vous avez en fait le composé CA5 CO4 3 fois OH
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hydroxyapatite et c'est le minéral que l'on trouve dans les eaux. Donc le minéral osseux. Donc en fait, vous voyez cette vitrocéramique, eh bien en fait, elle va former une apatite. Alors vous voyez fluoroapatite, et c'est tout simplement le groupement OH qui est remplacé par un groupement, par un atome ou un ion fluorure. OH- est remplacé par F-. Donc ça permet eh bien, de souder l'os avec la vitrocéramique. Je vais peut-être le réécrire. Donc on a en fait une soudure os et puis donc os. Alors, partir en arrière, pardon. Là je suis. Alors, il me l'a mis en grand, mais je ne peux plus revenir en arrière. Alors, pourquoi je suis passée en mode zoom? En fait, c'est que je ne peux plus écrire. Alors, je vais être obligée de refermer le fichier. Je vais le réouvrir. Alors, je vais pouvoir le récupérer. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, on va voir, alors je réécris à nouveau, donc une soudure entre l'os et donc là, et la vitrocéramique. Alors, là, je suis perdue dans. Voilà. Donc, je voulais écrire vitrocéramique. Voilà, pour donc soudure, S-O-D-U-R-E. Donc, ça permet vraiment d'avoir vraiment cette prothèse où l'os va, enfin, où la vitrocéramique va remplacer l'os. Mais l'important, c'est de souder, donc ici, les deux matériaux. Donc, voilà quelques exemples d'utilisation donc des vitrocéramiques. Donc, on rajoute les prothèses à ce que l'on a vu tout à l'heure, les miroirs de télescope, les ustensiles de cuisine, tout ce qui est également plaques de cuisson, qui sont donc utilisées donc, pour fabriquer plaques de cuisson, qui sont utilisées donc, avec le matériau, donc vitrocéramique. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour en fait parler d'une technique de synthèse de verre qu'on appelle donc la technique sol-gel. Donc on va regarder donc les derniers transparents donc qui vous sont donc proposés. Donc en fait cette technique de synthèse, alors je vais reprendre mon surligneur ici. Donc cette technique de synthèse sol-gel, eh bien, donc c'est une technique de synthèse basse température, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'aller jusqu'à la température de fusion donc des matières premières. On va en fait faire des réactions donc en solution ici. Et en fait, eh bien, dans la solution, on va en fait avoir l'équivalent d'une polymérisation, vous avez vu en chimie organique. Sauf qu'ici, eh bien, on va parler de polymérisation inorganique pour former, par exemple, SiO2, et on va utiliser donc des précurseurs moléculaires. Alors, comme précurseur moléculaire le plus utilisé, ça sera donc de manière générale des alkoxides. Et ici, vous voyez le nom ou la formule chimique donc de l'alkoxyde le plus utilisé pour
comme précurseur de la silice, qui est en fait le composé TEOS. Donc, le tétraéthoxysilane. Donc, de manière générale, on a en fait un composé, un précurseur qui serait SiOR 4 fois. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des alkoxides. Alors, l'intérêt, en fait, et on verra dans le dernier transparent, donc, de cette synthèse Solgel, c'est que, eh bien, on va pouvoir fabriquer des couches minces, donc, de matériaux, donc, vitreux. Et ça, de manière relativement simple. Et puis, l'autre intérêt, c'est que comme on part d'alkoxyde, eh bien, en fait, on peut avoir des alkoxydes de haute pureté. Comme on a vu qu'on pouvait avoir des chlorures de silicium de haute pureté, dans le cas, en fait, de la fabrication des fibres optiques. Donc, ici, on peut diminuer les impuretés, notamment les impuretés métalliques, et avoir donc des matériaux vitreux, donc avec des caractéristiques donc très intéressantes, notamment des transparences importantes. Alors, maintenant, on va regarder dans le détail les étapes de la réaction. Alors, il y en a deux, qui sont donc les suivantes. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle l'étape d'initiation, qui correspond en fait à une hydrolyse des alkoxides. Et l'hydrolyse des alkoxides, vous voyez que le groupement OR, alors il y en a 4 ici, mais c'est juste pour simplifier l'écriture, eh bien, va vous donner le groupement SiOH, qu'on appelle le groupement silanol. Alors, je vais l'écrire en dessous. Donc, le groupement silanol, ici. Donc, vous voyez qu'on va former un alcool. Alors, en fait, les alkoxides de départ, alors je vais effacer ce que j'avais écrit au début. Donc, les alkoxides de départ, donc, on va les mettre dans un solvant, qui est en général un alcool. On va ajouter un petit peu d'eau, puisque c'est nécessaire pour faire la réaction d'hydrolyse. Et on va en fait pouvoir en fait jouer sur le type de solvant et également sur la taille du groupement R pour en fait augmenter ou diminuer la vitesse. Alors, on a quelques informations à ce sujet. Vous voyez que on sait que la vitesse d'hydrolyse, eh bien, elle va diminuer avec la taille. Donc ça, c'est lié à un encombrement. Si vous avez en fait votre atome de silicium, donc avec des groupements, je vais les représenter comme ceci, volumineux, vous voyez l'attaque par les molécules d'eau, elle va être plus difficile que lorsque vous avez des groupements donc, de petites dimensions, soit des chaînes courtes ou peu ramifiées. Et puis l'autre paramètre, c'est associé donc aux solvants. Si vous avez donc des solvants polaires, également des solvants protiques, donc qui vont en fait donner donc notamment des ions H+, eh bien vous allez favoriser donc ici cette réaction d'hydrolyse. Donc le but c'est d'avoir nos groupements SiOH qui vont être les espèces ou les fonctions donc réactives. Donc, une fois qu'on a en fait ces fonctions, eh bien, on va pouvoir faire la polymérisation. Donc, la seconde étape, ici. Donc, l'étape de polymérisation qui va en fait être plus précisément une réaction de condensation, ici. Où en fait, vous voyez que les deux groupements OH associés à deux atomes de silicium, eh bien, vont en fait, donc ici, fusionner pour reformer une liaison SiO-Si, la liaison qui existe
à l'intérieur donc de la silice et former une molécule d'eau. Donc, au cours donc, de la réaction donc, de polymérisation, eh bien, vous allez avoir vos entités qui, au départ, sont des entités donc, isolées, hein, donc, qui seraient SiOA, OH 4 fois, eh bien, qui vont venir en fait polymériser donc, pour former au départ des entités petites. Et puis, au fur et à mesure, vous allez avoir une augmentation de la taille de ces groupements jusqu'à, à la fin, eh bien, retrouver la structure de la silice vitreuse SiO2. Donc, on peut en fait écrire la réaction globale. Donc, vous avez votre alkoxyde SiOR 4 fois, avec des groupements R différents, que l'on hydrolyse pour donner SiOH 4 fois. Et ensuite, SiOH 4 fois eh bien, va redonner SiO2. Et vous voyez bien que pour équilibrer la réaction, il faut effectivement avoir 2 molécules d'eau. Donc voilà pour ces réactions donc sol-gel, qui utilisent donc des précurseurs, donc des molécules avec des groupements, donc OH, qui vont permettre eh bien, de reconstituer la matrice donc inorganique au travers de réactions de condensation. Alors, juste quelques mots pour en fait comparer la réactivité des précurseurs, c'est-à-dire le précurseur, c'est par exemple le groupement M, OR, N fois. Tout à l'heure, j'ai pris le cas de la silice, mais on peut en fait faire la synthèse sol-gel avec un métal autre que le silicium. Donc, je vais l'écrire sous cette forme générale. Et donc, par rapport à la réactivité, eh bien, les 2 paramètres importants vont être la différence d'électronégativité entre donc, le métal et l'oxygène. Plus le métal a une faible électronégativité, plus la charge, alors je vais la mettre en rouge, la charge fractionnaire, on va l'écrire, on va mettre en rouge. Bon. Alors, changer la couleur. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je repars en arrière, pardon. Voilà. Donc, en fait, je vous parlais donc de l'électronégativité et je voulais indiquer la charge fractionnaire. Donc, on peut en fait écrire notre composé avec une charge fractionnaire plus delta sur le métal. Et donc, quand je vais parler d'électronégativité, eh bien, je vais plus précisément mesurer la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le métal. Plus cette électronégativité sera grande, plus la réactivité va augmenter. Donc, vous voyez ici, alors, je reprends mon surligneur. Voilà. Donc, vous voyez que la réactivité augmente quand la différence d'électronégativité donc, augmente. Et puis, le deuxième paramètre, vous voyez, on l'appelle l'insaturation. Ça va être la différence entre la coordinance du métal dans l'oxyde, donc dans le matériau final, et en fait, le nombre de ligands OR présents donc, dans le précurseur, c'est-à-dire dans l'alkoxyde. Donc, plus cette différence est grande, donc le terme N moins, grand N moins petit n, plus cette différence est grande, plus en fait l'alkoxyde, donc le précurseur, sera donc réactif. Donc, je vous ai mis un exemple pour décrire donc ceci.
Donc, j'ai comparé le silicium et le zirconium. Donc, vous voyez, hein, donc, le silicium, eh bien, donc, il a une coordinance égale à 4 dans SiO2. Vous savez que la silice est constituée de tétraène. La valeur de petit n, c'est SiOR 4 fois, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'insaturité est égale à 0. Delta Ki, vous regardez dans les tables d'électronégativité, donc vous allez trouver la valeur 1,54. Alors que dans le cas du zirconium, eh bien, ZrO2, dans ZrO2, le zirconium a une coordinance égale à 6, alors que on a Zr OR 4 fois, parce que la coordinance, le degré d'oxydation du zirconium, c'est Zr4+. Vous regardez dans la classification périodique, hein, vous verrez que c'est donc un élément de la famille des métaux de transition. Hein, et en fait, il a donc ici 2 électrons sur les orbitales S, 2 électrons sur les orbitales D. Donc, il prend le degré d'oxydation plus 4. Donc là, vous trouvez une insaturation égale à 2. La valeur de delta Ki, elle augmente parce que vous savez que plus on va vers des métaux avec un numéro atomique élevé, plus eh bien, donc, le caractère métallique augmente et donc l'électronégativité diminue. Et donc, vous voyez qu'au bilan, eh bien, donc, c'est l'alkoxyde de zirconium qui sera plus réactif que l'alkoxyde donc de silicium avec un même groupement donc OR. Donc ici on a donc la réactivité de Zr supérieure à SI. J'ai oublié la réactivité, alors je vais le réécrire parce qu'il manque un petit. Voilà, ça j'ai fait un petit peu mieux. Donc, du Zr par rapport à ici. Alors, juste pour terminer, il nous reste juste deux minutes, donc on va permettre de regarder en fait les 2 techniques qui vont permettre de fabriquer donc des couches minces. Ici. Donc, des techniques de spin coating et deep coating. Donc, spin coating, vous allez en fait prendre un disque en rotation sur lequel on va venir donc faire goûter, hein, donc tomber des gouttes de la solution d'alkoxyde. Donc, par la rotation, donc le liquide va donc s'étaler sur la surface. Donc, vous voyez les vitesses de rotation approximatives, 2000 tours minute. Et donc, de cette façon, eh bien, on va réussir à avoir donc des films minces, donc des couches minces, donc de verre. Vous voyez l'épaisseur autour de 0,1 micron d'un verre. Ça peut être SiO2, mais ça peut être d'autres compositions vitreuses, suivant eh bien, les alkoxydes que vous utilisez. Donc, on peut jouer sur la vitesse de rotation, sur la viscosité de la solution. Tout ça va jouer, bien sûr, sur l'épaisseur du dépôt. Et puis, la deuxième technique, c'est du deep coating. Donc, to deep en anglais, ça veut dire tremper. Donc, ici, on va prendre donc notre solution et puis on va venir donc tremper notre substrat, le retirer. Et donc, il va se former une petite couche à la surface donc, du substrat. Et en faisant donc des traitements, notamment des traitements en température pour vraiment sécher donc les dépôts, eh bien, en faisant plusieurs fois cette étape donc ici de trempage, on va réussir donc à fabriquer donc une couche mince donc ici en verre. Donc voilà les 2 techniques, donc spin coating et deep coating,
donc qui sont associés à la technique sol-gel pour fabriquer donc des couches minces. Donc, on a réussi à regarder ensemble les différents transparents. Alors, il vous restera en fait 2 exercices à faire par rapport à la feuille de TD.